Bien, nous nous retrouvons pour parler de métaphysique spinoziste et continuons sur cette question de la diversité ou sur les questions relatives à la diversité des attributs. Problème aujourd'hui. Où est la difficulté de constituer une substance à partir d'une infinité d'attributs hétérogènes entre eux? Première difficulté évoquée par Spinoza dans la lettre 9 à Simon de Vries repart. Cette première difficulté est éclairée à partir d'un retour à la définition de la substance. Ce qui est en soi est aussi conçu par soi. C'est-à-dire ce dont le concept n'enveloppe pas le concept d'une autre chose. C'est l'autosuffisance. Donc, si vous voulez, tant en ce qui concerne l'existence que l'intelligibilité. Et Spinoza redonne aussi la définition de l'attribut, qui est la même chose. C'est la même chose que la substance, mais par rapport à l'entendement qui attribue à la substance telle nature déterminée. Alors, cela veut-il dire que l'entendement ne perçoit de la substance qu'un point de vue? Est-ce qu'il reste de l'incompréhensible dans la notion de substance? Et je crois qu'on peut répondre non pour deux raisons. La première tient à la nature même de l'attribut, qui est réduit à exprimer l'essence de la substance, et qu'il exprime adéquatement. Il exprime chaque attribut, l'exprime adéquatement, c'est-à-dire intégralement, totalement. L'autre raison tient à ce que l'entendement ne perçoit que ce qui est. Quand il perçoit une idée inadéquate, il ne comprend pas, il ne conçoit pas au sens fort du mot. Quand nous formons une idée fictive, nous ne percevons pas l'essence formelle, nous ne percevons pas ce qui est. Mais quand l'entendement perçoit un attribut, c'est l'être de la substance qu'il perçoit. Spinoza affirme la puissance entière de comprendre. Il n'existe plus de substratum obscur, si vous voulez. Il ne subsiste plus rien de mystérieux. Spinoza ne fait pas de l'entendement une faculté subjective de représentation. Ce n'est pas un miroir fidèle ou déformant. Ce n'est plus ce miroir fidèle ou déformant que l'on trouve dans la tradition philosophique de la subjectivité depuis Nicolas de Cuse. Il faut bien parler des attributs au pluriel, pour exprimer la richesse de la substance, le fait qu'elle ne soit pas limitée à une expression qui nous convienne. Ici, il y a une exigence qu'impose le concept même de substance unique, cause de soi et de toute chose. Il y a une exigence de ne pas limiter les attributs aux deux que nous connaissons. La difficulté, c'est de ne pas concevoir ces qualités diverses comme des réalités séparables les unes des autres, de ne pas retrouver au niveau des attributs la pluralité exclue de la notion même de substance. L'idée de la pluralité renvoie à la notion de nombre qui est un auxiliaire de l'imagination. Le nombre est ce qui nous permet d'exprimer des différences quantitatives à partir d'un découpage de la réalité et de la substance, soit en intervalles distincts, soit en groupe, en classe, en ensemble, dont nous voulons mesurer les différentes dimensions. Le nombre est le moyen dont nous disposons pour percevoir des réalités phénoménales. Il s'oppose à la conception de la véritable unité de la substance, car nous avons l'habitude de nous représenter la réalité comme une série d'êtres, comme une hiérarchie, de telle sorte que chacune serait une création, et implique une élection des individus qui doivent exister, et nie l'unité d'attributs, c'est-à-dire le fait que chaque être doit son existence à d'autres êtres de même attribut. Méconnaître l'attribut dans sa réalité physique, c'est méconnaître la continuité de production qui aboutit aux différents modes ou structures qui peuvent apparaître dans l'attribut. Il y a un texte où Spinoza révèle
qu'il s'agit là d'un enjeu essentiel. Ce sont les principes de la philosophie de Descartes. Chez Descartes, l'étendue est, selon Spinoza, réduite à l'extension. C'est un contenant inerte, initialement vide et incapable par lui-même de donner, par le mouvement, naissance à des êtres. Spinoza recule devant la réduction de la réalité physique de la matière à la pure étendue géométrique. Car dans ces conditions, si on admettait la conception cartésienne de l'étendue, il faudrait encore se demander comment ces mouvements sont possibles et comment ces mouvements dans l'étendue inerte peuvent aboutir à la formation de corps. L'étendue cartésienne n'est pas du tout une cause. Elle requiert une cause extérieure. Pour Spinoza, au contraire, l'étendue en tant qu'attribut se pose elle-même dans l'existence et pose en même temps, en quelque sorte, les différents corps qui se forment en elle, qui ne sont au fond que les modes de cette étendue en acte. Voilà. Là, je crois qu'il y a une différence vraiment fondamentale entre le statut de l'étendue chez Descartes et celui qu'a développé Spinoza. Véritable rupture. Dans le court traité de Spinoza, l'étendue est qualifiée d'existant par soi. Un existant qui n'a pas besoin d'autre cause pour exister et pour produire ses modes. L'étendue est elle-même éternelle et infinie. Sa production est une production nécessaire. Rien d'externe ne la contraint à produire. Elle est fondement des choses tant en ce qui concerne l'intelligibilité que l'existence. L'étendue est un véritable fondement. On mesure donc le caractère scandaleux de cette affirmation qui ne se contente pas d'attribuer à la matière une pérennité, mais qui nie que la matière ait besoin de quoi que ce soit d'autre qu'elle-même pour produire ce qu'elle produit. Et pourtant, ce n'est pas un matérialisme. Spinoza n'est pas matérialiste car la substance ne se réduit pas à la matière. Précisons un petit peu la difficulté pour finir, avant de nous quitter. Le fait que nous comprenions l'étendue et le fait corrélatif que nous comprenions la pensée, cela n'entraîne-t-il pas une certaine limitation de notre connaissance de la nature, c'est-à-dire de la substance elle-même ? Ne doit-on pas dire que l'attribut, s'il est principe d'intelligibilité, ne sera pas nécessairement principe d'être si nous admettons notre limitation? L'attribut nous permettrait bien de connaître la nature des choses, mais non pas qu'elles existent ou doivent exister. On se souvient de la prudence de Descartes à propos de l'attribut. Descartes disait de l'attribut qu'il était celui de telle nature ou essence, mais de l'essence, il disait qu'elle était la chose, res, ce que je ne peux déduire par concept, ce dont je peux seulement avoir l'intuition. De même pour les corps. Je peux bien connaître a priori toutes les propriétés de l'extension, la pure essence de la nature corporelle, mais l'existence du corps requiert une autre démarche que la démarche rationnelle. Il faut que je me fie au sentiment que j'ai de l'existence des corps, et ce sentiment vient de l'existence de mon corps, c'est-à-dire de l'union de l'âme et du corps, de la conscience que j'ai d'avoir un corps. Encore faut-il valider cette expérience et recourir à la garantie divine, vous vous souvenez, chez Descartes. Pour Descartes, la question de l'essence d'un attribut ne peut en rien préjuger de celle de l'existence. Voilà, je crois qu'il y a donc là sur ce point une divergence profonde, radicale, intéressante, qui nous permet de mieux percevoir l'originalité des rapports entre la diversité des attributs chez Spinoza et l'unité de la substance et la particularité de Spinoza, ce qu'il y a d'étonnant dans le fait
de concevoir que l'attribut étendu nous permet de comprendre la substance. Bien, je vous donne un rendez-vous. Fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos lectures de Spinoza, l'explication de ces concepts. Spinoza, prince des philosophes. À bientôt, belle journée à tous. Au revoir.